Et c'est un fou. Ah, ils sont tous morts. Quel est le problème? Ils sont tous morts. Ah, je ne peux pas croire qu'ils sont tous morts. Nous sommes un peu, n'est-ce pas? Chaque rue. Chaque rue. 65 chaque rue. Ils sont tous morts. Qui êtes tous morts? Ma famille a été cédée, fais vite. C'est bon. Chaque rue. Il y a des départs de la rue Somerville. De quel numéro appelez-vous? 4, 4, 5, 4. 454, 2527, 2527. Et votre nom de famille? Bain. D'accord, monsieur Bain. Il sera là très prochainement. Le 20 juin 1994, l'appel est arrivé à 7h10 du matin. David semblait en détresse et hurlait. En quelques minutes, à 7h20 du matin, les officiers Kim Stevenson et Jeff Wiley étaient à 65 Every Street. Le matin était froid, l'obscurité presque absolue. Ils ont avancé avec prudence sur le chemin, leurs revolvers et lampes torches prêts à l'emploi. La maison, qui semblait fragile et délabrée, se dressait hors de l'obscurité. Ils ont aperçu un homme à travers la fenêtre, probablement David, recroquevillé et sans réaction. La porte étant verrouillée, ils ont brisé un panneau de verre pour entrer. David a été retrouvé sur le sol de la chambre. Alors qu'ils s'approchèrent de lui, arme dégainée, il marmonna « Ils sont tous morts, ils sont tous morts » et pointa du doigt vers le salon. L'officier Stevenson lui a demandé combien de personnes se trouvaient dans la maison. « Nous sommes 6, a répondu David. Il y avait des balles sur le sol et plus tard, plus d'1 millier de cartouches de munitions seraient retrouvées dans la garde-robe de David. Dans le salon, ils ont trouvé le corps de Robin Bain, âgé de 58 ans, un fusil de calibre 22 à ses côtés et un silencieux à proximité. Il avait une seule blessure par balle à sa tempe gauche et était clairement tombé sous l'impact. Le fusil avait encore 2 cartouches dedans et un second chargeur sur le sol contenait 3 cartouches. En explorant la maison, ils ont été surpris par le désordre. Les pièces étaient encombrées et l'odeur était insupportable. Ils ont trouvé Lania de Bain, âgée de 18 ans, sous une couette dans une chambre, 3 balles dans la tête. Au bout du couloir, ils ont trouvé Margaret, âgée de 50 ans, allongée dans son lit sous sa couette, une balle dans la tête près de son œil gauche, probablement pendant qu'elle dormait. En bas, ils ont trouvé une cuisine sale avec des assiettes empilées dans l'évier. L'un des officiers est entré dans une pièce cachée derrière un rideau lourd et a trouvé Héroa Bain, âgée de 19 ans. Elle avait été touchée par balle sur le côté droit de son front et était tombée comme si elle suppliait pour sa vie. Durant cette épreuve, ils entendèrent David discuter avec un officier à l'étage. Les secouristes présents sur les lieux vérifiaient l'état de David, qui ne cessait de répéter « Les mains noires arrivent ». Les mains noires arrivent. Il clignait des yeux. Et il se plaignait de maux de tête et de nausées, mais son rythme cardiaque et son taux d'oxygène dans le sang étaient normaux. De retour à l'étage, ils ont réalisé qu'ils n'avaient trouvé que 4 corps. Ils se sont à nouveau séparés et l'un d'eux a découvert une porte dans la chambre de Margaret qui menait à une autre pièce. À l'intérieur, ils ont découvert le corps ensanglanté de Stephen, 14 ans. Il y avait des signes évidents de lutte et Stephen avait 3 blessures par balle à la tête. Plus tard, ils trouveraient un gant d'opéra blanc taché de sang retourné et une lentille d'une paire de lunettes. De retour dans le salon, un officier a remarqué un ordinateur avec une seule phrase à l'écran. « Désolé, tu es le seul qui méritait de rester ». Compte tenu de tout ce qu'ils avaient vu, cela ressemblait à un meurtre-suicide. À l'extérieur, ils sont entrés dans la caravane de Robin Bain et ont trouvé une collection de romans policiers, un présage glaçant des rebondissements à venir dans une affaire qui deviendrait la plus discutée de la nation et continue de diviser la Nouvelle-Zélande à ce jour. C'est l'histoire du massacre de la famille Bain. La famille Bain était une unité compliquée et quelque peu dysfonctionnelle. Robin et Margaret Bain, tous 2 enseignants formés, s'étaient rencontrés dans une église presbytérienne à Dundee et s'étaient mariés en août 1968.
Leur premier enfant, David, est né avant qu'ils ne commencent leur travail missionnaire à Gollum, en Nouvelle-Bretagne, une petite île de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Pendant leur séjour à Gollum, ils ont accueilli 2 filles, Arawa en 1975 et Lanyat 1 an plus tard. Robin a travaillé sans relâche au collège de formation des enseignants, tandis que Margaret s'immergeait dans l'étude de l'anthropologie et de la culture locale. Leur maison était le reflet de leur mode de vie. Ornée d'artisanat local et de reliques, elle semblait souvent chaotique et était mal entretenue en raison de leurs emplois du temps chargés. Après quelques années qu'ils ont déménagé à Port Moresby, la capitale de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, leur maison était connue pour son chaos et la famille menait un style de vie bohème. Leurs enfants étaient souvent vus courir autour sans vêtements. Stephen, leur fils cadet, est né en 1982. Margaret a fait l'école à la maison pour les enfants. Elle a tenté d'inscrire David dans une école internationale à l'âge de 11 ans, mais Ilaudal a été victime de harcèlement en raison de sa nature maladroite et introvertie, alors elle l'a retiré. Margaret a cherché de l'aide psychologique pour sa famille, mais a souvent ignoré les conseils donnés. Elle était perçue comme une figure autoritaire. À leur retour à Dunedin, la famille a été conseillée de consulter une équipe de conseillers, mais Margaret n'a pas tenu compte de leurs conseils. Ils ont finalement emménagé à 65 Every Street. La dynamique familiale avait changé de manière spectaculaire. Robin et Margaret étaient en froid, Margaret développant un intérêt pour le spiritualisme du Nouvel Âge. Elle croyait avoir eu un lien avec Winston Churchill dans une incarnation précédente et tenait un journal classant ses membres de famille en fonction de leur possession par le diable. David était toujours le moins possédé, Robin le plus. Avec Lanyat, un proche second, elle a qualifié Robin de fils de Bélial, l'un des 4 princes couronnés de l'enfer. David Bain lui-même n'était pas sans controverse. Il était passionné par la musique. Il a rejoint une chorale d'hommes et a ensuite poursuivi des études de musique classique à l'université. Cependant, son comportement autoritaire, y compris le suivi des mouvements de sa sœur Eroa, a suscité des inquiétudes parmi ses amis. Margaret s'inquiétait du comportement autoritaire de David envers sa fratrie, comme elle l'a confié à une amie une semaine avant les meurtres. Arawa, l'aînée, était une élève assidue. Elle faisait des études pour enseigner. Malgré le mode de vie non conventionnel de la famille, Arawa se débrouillait bien et avait un avenir prometteur devant d'elle. Cependant, elle aurait eu peur de David, son frère aîné. Elle redoutait la prochaine réunion de famille et était mal à l'aise avec le fait que David possède une arme à feu dans la maison. Arawa avait mentionné à ses amis que David avait menacé d'autres membres de la famille et elle le craignait. Contrairement à Arawa, Lanit était assez troublée. Elle vivait à Dunedin, mais séjournait dans une pension de famille sur Russell Street. Parfois, elle restait avec son père à l'école de Taïari. Lanya était une prostituée et une toxicomane, à l'insu de sa famille. Elle racontait ouvertement à de parfaits inconnus qu'elle avait eu plusieurs avortements et qu'elle avait été agressée par son propre père. Lors d'une visite médicale, Lanya a été diagnostiquée avec des infections sexuellement transmissibles sédiogères. Lorsqu'on lui a conseillé de s'abstenir de relations sexuelles pendant 4 jours, elle a dit que ce n'était pas possible et aurait reçu un appel à ce moment-là de son petit ami ou proxénète, Dean Cottle. Un ami de Lanyet se souvient qu'une semaine plus tôt, Lanyet avait mentionné qu'elle allait à une réunion de famille convoquée par David. Elle prévoyait de révéler sa vie secrète en tant que travailleuse du sexe. Certains ont même entendu dire qu'elle allait révéler à toute la famille sa relation incestueuse avec son père. À ce moment-là, Lanyet essayait de se ressaisir. Elle a quitté le travail du sexe et s'est trouvé un emploi dans un café. Lanyet comme Arawa avait peur de David. Stephen, le cadet de 14 ans, étudiait encore à l'époque. 2 semaines après l'horrible incident, la maison de la famille Bain à Dunedin a été incendiée par le département des services d'incendie à la demande de la Family Trust et avec l'approbation de David Bain. C'était une famille compliquée pour dire le moins, mais les événements choquants qui se sont déroulés le 20 juin 1994 étaient au-delà de toutes les attentes. La police a été confrontée à une tâche difficile, reconstituant les événements qui ont conduit à cette scène horrifique. Il n'avait qu'un seul témoin et une maison pleine d'indices, mais aussi de contradictions et de mystères. Ils ont trouvé des vêtements mouillés, récemment lavés et suspendus. Ils s'interrogeaient sur les raisons de faire la lessive en un jour si tragique.
Au début, les enquêteurs pensèrent qu'il s'agissait d'un meurtre-suicide commis par le père, Robin Bain, qui a impitoyablement pris la vie de 4 de ses membres de famille, laissé une note sur son ordinateur, puis s'est tiré une balle, mais a épargné la vie de son fils aîné. Statistiquement, dans des suicides familiaux similaires, 95% du temps, c'est le père qui commet le crime. Cependant, après avoir examiné les preuves, l'histoire ne semblait tout simplement pas s'additionner. Voici pourquoi. Robin était droitier, mais il a été abattu du côté gauche de sa tête, une manière étrange et inconfortable de positionner le fusil avant de se tirer dessus. Il n'y avait pas de sang sur les chaussettes de Robin, malgré les empreintes de pas ensanglantées autour de la maison et le sang provenant de la lutte violente dans la chambre de Stephen. Du sang a été trouvé sur son pantalon de jogging et une tache sur son ongle. Cependant, on pensait que ceux-ci provenaient de Robin qui saignait sur lui-même, mais ils n'ont jamais été analysés pour confirmer leur source. Le gant ensanglanté trouvé dans la chambre de Steccan appartenait à David. Et pourquoi Robin porterait-il les gants de David s'il allait de toute façon mettre fin à sa vie? De plus, Robin avait une paire de gants en cuir dans son camping-car qu'il aurait pu utiliser à la place. Il n'y avait aucune trace de poudre à canon sur les mains de Robin et il n'avait pas d'empreinte digitale sur l'arme, malgré le fait qu'il ne portait pas de gants lorsque son corps a été trouvé à côté de l'arme. Le fusil utilisé appartenait à David et était généralement gardé dans sa chambre, avec une clé de rechange dans un pot, qui était nécessaire pour obtenir le mécanisme de déverrouillage de la gâchette du fusil. David avait dit qu'il était le seul à savoir où était gardée la clé de rechange. Donc, si Robin était le tueur et que David n'était pas impliqué, Robin aurait dû obtenir l'arme, les munitions et les chargeurs, trouver la clé de rechange, le déverrouillage de la gâchette et les gants d'opéra dans le tiroir de David avant de commencer sa série de meurtres. Ensuite, une fois terminé, il irait à la buanderie, se changerait, laverait ses vêtements et accrocherait ceux précédemment ensanglantés pour les faire sécher. Après quoi, il se dirigerait vers la salle informatique et taperait un message qui dirait « Désolé, tu es le seul qui mérite de rester ». Malgré le fait qu'il soit professeur d'anglais et connu pour son amour de la lecture et de l'écriture manuscrite, il taperait cette phrase à l'ordinateur au passé. Selon les amis et la famille qui connaissaient Robin, ils s'attendaient à au moins une touche personnelle ou poétique de son dernier message jamais écrit. Enfin, bien qu'étant droitier, Robin se tirerait une balle à gauche de la tête dans une position inconfortable ou utiliserait sa main gauche pour appuyer sur la gâchette. Miraculeusement, malgré l'absence de gants, il n'y aurait aucune empreinte digitale sur le fusil ni de traces de poudre à canon sur ses mains. Robin aurait également dû faire tout cela pendant que son fils aîné, David, était en train de faire sa tournée de distribution de journaux. Robin vivait habituellement à l'extérieur dans la caravane et n'entrait dans la maison qu'à 7 heures du matin pour prier dans le salon. La tournée de distribution de journaux de David débutait vers 5h45 du matin. Il serait de retour chez lui vers 18h45. Ce serait la fenêtre pour Robin de commettre son crime s'il l'a fait. Les personnes qui connaissaient Deleben ont commenté comment David n'avait pas une bonne relation avec son père et se rangerait du côté de sa mère. Alors pourquoi Robin choisirait-il d'épargner le fils qu'il aimait le moins? Pour la police, David semblait être le seul suspect logique, et David Bain a été arrêté 4 jours plus tard. Son arrestation a d'autres causes. Les déclarations de David étaient truffées d'incohérences. Il prétendait avoir trouvé sa mère en premier, puis son père. Pourtant, lors de son appel d'urgence, il a déclaré: le jour de l'incident, David a signalé être rentré chez lui à 6h42 du matin. Après sa tournée de distribution de journaux, il a composé le numéro d'urgence à 7h09 du matin, laissant un écart de 25 minutes non expliqué. Durant ce temps, il se rappelle s'être rendu dans sa chambre, visiter la buanderie, se laver les mains, retourner dans sa chambre et trouver ses parents. Il a dit à la police qu'il avait des épisodes d'évanouissement et qu'il ne se souvenait de rien. David avait des blessures inexpliquées, dont une au front, une égratignure au genou, des articulations des doigts rougies et des égratignures sur la poitrine. La police pense que ces blessures résultent probablement d'une lutte avec Stephen. Dans la chambre de Stephen, ils ont trouvé les gants d'opéra ensanglantés de David et une lentille sur le sol correspondant à une paire de lunettes dans la chambre de David qui manquait une lentille. Un pull vert, lavé par David ce matin-là, a été trouvé avec des fibres correspondant à celles sous les ongles de Stephen. Au début,
David a affirmé que le pull appartenait à Arawa, mais a déclaré plus tard qu'il était à Robin. Ce même pull semble avoir fait des traces de sang sur les cadres de porte de la maison. L'acide désoxyribonucléique de Sticken a également été identifié sur les vêtements que David Bain portait lorsque la police est arrivée. Cela contredit les affirmations de David niant être entré dans la chambre de ses frères et sœurs ce matin-là. Des gouttes de sang ont été trouvées sur les chaussettes de David, et 5 empreintes de chaussettes ensanglantées ont été retracées de la chambre de Margaret à celle de l'Agnette et vice-versa. Cette preuve d'empreinte a joué un rôle significatif dans l'affaire. L'attitude de David, après les meurtres, l'a aussi fait passer pour coupable. En parlant avec les amis d'Awara et de Lanit, il a été révélé qu'il craignait David. De plus, Margaret avait parlé à son amie, lui disant qu'elle avait demandé à David de diminuer son contrôle sur ses frères et sœurs, lui rappelant qu'il n'était pas leur père. Elle a partagé avec une amie ses inquiétudes concernant David et ses hallucinations. Quelques jours avant l'événement, pendant la répétition de la chorale, David a quitté sa place et s'est retiré dans une pièce à l'arrière. Il a enlevé ses lunettes et est tombé silencieusement dans une transe. Il a prétendu plus tard n'avoir aucun souvenir de l'événement et a dit qu'il avait perdu connaissance. Ces événements ont signalé un changement notable dans l'attitude de David. De plus, une autopsie réalisée par le docteur Dempster a révélé que la blessure de Robin était une blessure presque de contact. Cependant, l'angle et la trajectoire de la balle à travers la tête de Robin rendirent la théorie du suicide peu probable. La position dans laquelle le fusil devrait être tenu pour atteindre cet angle rendrait difficile l'accès à la gâchette. Robin a-t-il été abattu en priant à genoux à 7 heures du matin par David qui s'approchait de son côté gauche? Le procès de David Bain a commencé en mai 1995, presque un an après les meurtres. L'accusation a soutenu que David a tué sa mère, ses 2 sœurs et son frère avant de faire sa tournée de journaux à environ 5h45 ce matin-là. Ils ont dit qu'il s'est battu avec son frère, Stephen, ce qui a causé ses blessures. Selon eux, David s'est réveillé à 5h du matin, a accédé à la serrure de la gâchette avec sa clé de rechange, a chargé et assemblé son fusil semi-automatique Winchester de calibre 22 et son silencieux, puis a tué les membres de sa famille. Une lutte avec son frère Stephen a entraîné l'étranglement de Stephen et le délogement d'une lentille des lunettes de David. David a ensuite lavé le pull vert qu'il portait, est parti pour sa tournée de journaux à 5h45 du matin et est rentré chez lui 1 heure plus tard. Il a ensuite tapé la note d'excuse sur l'ordinateur puis a attendu que son père entre dans la maison comme il le faisait habituellement à 7h du matin. Pendant qu'il priait, David s'est approché de lui en silence et lui a tiré dessus. Cela correspond à la position de la salle informatique et à la manière dont le corps de Robin a été trouvé. David a ensuite appelé les services d'urgence 25 minutes plus tard. L'accusation a mis en doute les propos de David, prétendant avoir entendu les bruits d'étouffement de sa sœur Lagnat, insinuant qu'il était présent peu après qu'elle ait été abattue. 29 mai 1995. David a été condamné après un procès qui a duré 18 jours. Il a été condamné à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle pendant 16 ans. David a maintenu son innocence tout au long du procès, et un nombre croissant de personnes l'ont cru. L'un de ses plus fervents partisans était l'ancien athlète professionnel des All Blacks de Nouvelle-Zélande devenu entrepreneur Joe Carambou, qui a qualifié cela de plus grande erreur judiciaire de l'histoire de la Nouvelle-Zélande. Les gens prétendaient qu'il n'y avait pas de motif clair pour que David commette le crime, et beaucoup d'informations cruciales ont été écartées du procès, comme les allégations d'abus sexuels de Lagnat par son père Robin Dane. En revisitant les statistiques dans des crimes comme ceux-ci, dans 95% des cas où les 2 parents ont été tués, l'auteur était le père et seulement 1% des condamnés était le fils adulte. Était-ce le 1% de la Nouvelle-Zélande ? Dans ces cas, il existe un événement déclencheur que nous allons à présent examiner. Un appel pour un nouveau procès a été approuvé par le Conseil de parity à Burchen, qui pour les cas de la Nouvelle-Zélande avant 2004 était équivalent à une Cour suprême. Puis, 13 ans après sa condamnation, la défense a eu l'opportunité de présenter des preuves non autorisées lors du procès original et de contester les conclusions antérieures du parquet. Juin 2009, la défense a présenté le cas d'un homme à 2 visages, profondément déprimé, qui avait des relations sexuelles avec sa propre fille et craignait qu'elle ne soit sur le point de tout révéler à sa famille et au reste du public. Il a craqué
et a décidé de tuer sa famille avant que la vérité ne soit découverte. En raison de rumeurs, Lanyadh s'apprêtait à révéler leur relation incestueuse lors de la réunion de famille. Si c'est vrai, pourquoi a-t-il épargné son fils? Nous ne le saurons peut-être jamais. L'équipe de défense faisait face à un grand défi. Pour convaincre le conseil privé que David Bain n'a pas tué sa famille, mais que c'était plutôt son père Robin qui l'a fait. Ils ont présenté 9 arguments clés pour soutenir leur affirmation. Ils ont d'abord remis en question la santé mentale de Robin avant le drame. Il semblait être un citoyen respectable, mais une découverte choquante à son école a révélé un côté plus sombre. Son bureau était un désastre, rempli de courriers non ouverts et de saletés. Mais le plus horrifiant était une lettre d'information qu'il avait envoyée aux parents contenant des histoires terrifiantes de massacres familiaux écrites par ses élèves. Avait-il inspiré ces fantasmes violents et que révélait-il sur son propre esprit tordu? Deuxièmement, ils ont contesté le manque de mobile pour David. L'accusation n'avait jamais montré aucune preuve de l'abus présumé de Lanyadh par Robin, qui était censé déclencher sa fureur. Au contraire, plusieurs témoins ont témoigné que Lanyadh leur avait confié avoir été sexuellement abusé par son propre père, Robin. Cela aurait-il pu être la raison pour laquelle Robin a craqué et tué sa famille? Troisièmement, ils ont mis en avant le mystère des traces de pas ensanglantées. Elles ont été trouvées dans les chambres de Margaret et Lannett et mesuraient 280 mm. La police a supposé qu'elles appartenaient à David, qui portait des chaussettes ce jour-là, même si son pied mesurait 300 mm et celui de Robin 270 mm. La défense a soutenu que les empreintes étaient en réalité celles de Robin et qu'il avait changé de vêtements après les meurtres, laissant les vêtements ensanglantés dans la buanderie. Pour le prouver, ils ont mené une expérience avec David portant une chaussette imbibée de sang de vache et marchant sur un tapis. Le résultat a été une empreinte de 306 mm, beaucoup plus grande que celle de la scène du crime. Mais le tapis original a été détruit lorsque la maison a brûlé et les preuves ont été perdues. Le conseil privé a convenu que David ne pouvait pas être le propriétaire des empreintes et que Robin était un suspect possible. Quatrièmement, ils ont contesté l'heure à laquelle l'ordinateur du salon a été allumé. L'accusation a affirmé que David avait tué sa famille avant sa tournée de distribution de journaux à 5h45 du matin. Et est revenu à 6h42 du matin. On pensait que l'ordinateur avait été allumé à 6h44 du matin. Par David qui a tapé le message infâme « Désolé, tu es le seul qui méritait de rester ». Mais la défense a montré que l'ordinateur aurait pu être allumé dès 6h39 du matin, quand David n'était pas encore à la maison, suggérant que Robin aurait pu le faire. Le conseil privé a conclu que cette preuve était trop peu fiable pour prouver la culpabilité de David. Enfin, ils ont contesté l'heure de retour à la maison de David. Un témoin nommé Denise Lannett a déclaré avoir vu quelqu'un ressemblant à David à 6h45 du matin. Elle croyait que l'horloge de sa voiture était en avance, mais la police a confirmé qu'elle était à l'heure. Mais la défense a affirmé que le jury n'a pas été informé que la police avait vérifié l'horloge de la voiture de Lannett et avait constaté qu'elle était précise. Cela signifiait que David est arrivé à la maison 5 minutes plus tard qu'il ne l'avait dit à l'origine, ce qui signifie qu'il n'a pas allumé l'ordinateur à l'heure indiquée. Cela signifiait également qu'il avait moins de temps pour mettre en scène la situation et passer l'appel d'urgence. Juin 2009 et 9. 2 ans après, le nouveau procès de David Bain a débuté à la haute cour de Christchurch. L'équipe de poursuite avait un dossier solide. Pour prouver que David Bain a assassiné sa famille le matin de juin et pour rejeter l'affirmation de la défense que Robin Bain, un homme déprimé et fragile, était le tueur. Ils ont contesté le récit de la défense concernant les gants d'opéra de David, tachés de sang trouvés dans la chambre de Stephen, et ont soutenu que les empreintes digitales sur le fusil montraient que David avait utilisé l'arme le jour des meurtres. Ils ont également présenté les résultats de l'autopsie qui montraient que la vessie de Robin était pleine d'urine concentrée, indiquant qu'il n'avait pas uriné avant les meurtres. La défense a rétorqué que le stress pouvait amener quelqu'un à ignorer le besoin d'uriner et que la prostate légèrement agrandie de Robin aurait pu retenir de l'urine dans sa vessie après la miction. Ils ont contesté l'altercation avec Stephen, affirmant que les blessures à la main de Robin étaient dues à des réparations immobilières en cours. Mais l'analyse des pathologistes australiens, telle que rapportée par Joe Karam, a montré des blessures graves sur les 2 mains et les articulations de Robin. L'équipe de défense de David Bain a soutenu que c'était Robin Bain, et non David, qui était le meurtrier de la famille et la victime du suicide.
Ils ont critiqué l'enquête pour s'être concentrés uniquement sur David et pour avoir mal préservé les preuves. Les tests médico-légaux ont révélé des traces de poudre à canon sur le pouce droit de Robin, indiquant qu'il a rechargé un fusil. Cependant, à ce jour, cela est toujours contesté par d'autres experts médico-légaux et certains pensent qu'il ressemble davantage à des coupures, probablement dues à des abrasions causées par des travaux manuels autour de la maison qu'il avait l'habitude de faire. La défense a soutenu que, malgré le fait qu'il soit droitier, Robin aurait pu se tirer une balle dans le temple gauche, comme l'a démontré l'expert en armes à feu médico-légal Philip Boyce. Les tests d'empreintes de pas ensanglantées ont révélé que le 300 mm, tandis que les empreintes de chaussettes ensanglantées sur la scène étaient en moyenne plus grandes, à 280 mm. Les empreintes sur la scène correspondaient davantage à la 270 mm qu'à celle de David. Le 27 mai 2009, à 9 h du matin, le jury est revenu après avoir délibéré pendant près de 8 heures. À 12h45, le verdict a été lu. David Bain a été acquitté des 5 chefs d'accusation de meurtre dans le procès le plus coûteux de l'histoire néo-zélandaise à ce jour. Il a passé 13 ans en prison et a finalement été un homme libre. En 2012, l'ancien juge de la Cour suprême du Canada, Ian Binet, a examiné l'affaire et critiqué l'enquête de la police de Dunedin pour des erreurs majeures suggérant un règlement pour Bain. Les erreurs clés comprenaient le fait de ne pas tester les mains de Robin ou David pour des résidus de tir, de détruire des preuves potentielles provenant des grattages d'ongles de Robin et de brûler prématurément la scène du crime, ce qui a détruit des preuves vitales comme le tapis avec des empreintes de pas et les journaux intimes et lettres de Lania. L'absence de horodatage sur les photos et vidéos a également soulevé des doutes sur l'objectif trouvé dans la chambre de Stephen. L'enquête et l'entretien du juge Binet avec David Bain ont fait l'objet de nombreux débats. Sa recommandation perçue comme biaisée en faveur de Robin et manquant de prise en compte de toutes les preuves a été rejetée par le gouvernement néo-zélandais. D'autre part, le rapport de l'ancien juge australien Ian Callinan a contredit les conclusions de Binet, affirmant que l'innocence de David Bain n'a pas été prouvée lors du nouveau procès. Bain a reçu un paiement ex gratia de 925 000 $ à condition de ne prendre aucune autre action en justice, ce qui indique un scepticisme continu du gouvernement quant à son innocence. Ce cas a suscité beaucoup de controverses et divisé l'opinion publique sur la question de savoir si le premier procès était équitable ou non. Certains pensent que les accusations de Lagnotte n'étaient pas dignes de confiance ou vérifiées et ont terni la réputation de Robin Bain sans preuve qu'il l'a jamais maltraité. En fait, le frère de Robin Bain, Michael, a déclaré que personne n'avait jamais entendu parler des abus de Lagnatte et il est déçu que David n'ait pas pris position contre cela. Ils pensent également que les événements de ce jour sont illogiques et se demandent pourquoi un père qui tuerait sa famille épargnerait son fils et ferait toutes les choses supplémentaires qu'il a faites, comme la lessive, utiliser les gants de son fils alors qu'il avait les siens, et laisser un message sur un ordinateur au lieu d'en écrire un à la main, et finalement se tirer une balle dans la tête à l'angle qu'il a fait. On aurait presque l'impression qu'il voulait faire porter le chapeau à son fils ou laisser cette possibilité ouverte. D'un autre côté, les fidèles partisans de David comme Joe Karam pensent qu'une énorme injustice a enfin été rectifiée. Ce qui est évident cependant, c'est que l'enquête policière initiale aurait pu être plus approfondie, recueillir plus de preuves médico-légales et ne pas laisser la maison être détruite par un incendie seulement 2 semaines après le crime. Cela a laissé de nombreuses questions sans réponse et ouvertes à la discussion, qui continuent d'être contestées parmi les experts dans le domaine. Quelle est votre opinion sur ce qui s'est réellement passé ce matin du 20 juillet 1994 ? Donnez votre avis dans les commentaires ci-dessous. Si vous aimez cette vidéo, merci de lui donner un pouce en l'air et envisagez de vous abonner si vous ne l'êtes pas déjà. Consultez mes autres affaires à l'écran. Restez curieux, restez vigilants et cherchez toujours la vérité.